Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Vous êtes nombreux à avoir renoué avec le sport depuis la crise sanitaire que nous traversons. Pour nos invités, le sport a carrément changé leur vie. Ils nous raconteront leurs histoires dans quelques instants. Mais avant, on va retrouver Evan. Salut Evan, où est-ce que tu nous emmènes ce matin ? Salut Anne Fontet et bonjour à vous à la maison. Et comme tu disais, le sport c'est bon pour le moral, mais il y a aussi la sardine qui est bonne pour le moral. Et c'est pour ça que ce matin, je vous emmène visiter une conserverie à Concarneau qui commercialise ses sardines sous la marque Les Mouettes d'Arvor. Vous allez voir que le savoir-faire n'a pas changé ici depuis 60 ans. On va en parler avec le directeur des lieux, Jacques, bonjour. Bonjour, Alors, bienvenue. Merci beaucoup, ça sent très bon chez vous, ça sent le savoir-faire aussi. Expliquez-nous, toutes vos sardines, elles viennent bien de Concarneau? La sardine vient de Concarneau. Cette année, on aura fait une très très belle saison avec à peu près 80% de nos approvisionnements sardines du port de Concarneau. Et les pêcheurs sont des pêcheurs qui travaillent avec vous et votre papa, votre grand-père depuis des années. Oui, c'est vrai qu'on travaille. Alors, on travaille principalement avec le Varroc 4, puisqu'il est vrai que Patrice Pétillon est quelqu'un de très important chez nous et un de nos pêcheurs attitrés. Son père travaillait déjà avec le mien, mais on travaille avec l'ensemble des bolincheurs de Concarneau, que ce soit les Varroc 3, les Étoiles polaires et l'ensemble des bateaux. D'ailleurs, le nom est inscrit sur le dos de chaque boîte et on peut retrouver l'ensemble du nom des bateaux de Concarneau. Ça c'est fun, traçabilité totale. J'aimerais qu'on parle tout de suite de nos petites sardines qui sont juste derrière nous. Racontez-nous ce qui s'est passé du bateau jusqu'ici. Alors la sardine, quand elle arrive dans un premier lieu, elle est plongée dans un bain de saumure pour bien la raffermir, la nettoyer, enlever les écailles et de façon à avoir un poisson qui soit manipulable. Ensuite, on la met sur la ligne qui est à côté, sur le premier process qu'on a fini, où on va éviscérer la sardine au couteau. On va enlever la tête et vider les boyaux. Ensuite, elle est rincée, elle est frite à l'huile et elle est égouttée sur des cadres comme ça. Ça nous permet d'avoir cette élimination d'huile de friture. On frit à l'huile de tournesol et on a un minimum de 2 heures d'égouttage entre la friture et la mise en boîte. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une sardine? La qualité d'une sardine, d'abord, c'est son taux de matière grasse. Il faut que ce soit, pour nous, entre 6 et 8% minimum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, sa taille. Il faut qu'elle ait la taille pour entrer dans la boîte. Et il est vrai qu'ici, sur la baie de Concarneau, on a beaucoup plus de petites sardines que sur le parc d'Armorique. Et on est surtout spécialiste pour faire énormément de 5 à 6 sardines à la boîte. C'est ce que notre clientèle aime bien. Donc, il faut de la sardine qui soit homogène, avec un beau taux de graisse. Et qui fasse au moins entre 4 et 6 sardines par boîte. Et puis le fait de les viscérer aussi, c'est ça aussi, c'est un signe de Alors qualité. le fait de les éviscérer à la main, ça permet de bien vider pour avoir une digestion facile d'un poisson qui est pré-cuit et qui va bien évidemment bien digérer. Alors évidemment, les sardines, on les voit ici, elles sont mises en boîte à la main. Oui. Pourquoi c'est souvent des femmes qui font ce métier? Alors c'est vrai que traditionnellement, oui, historiquement, les femmes ont peuplé les usines pour venir travailler le poisson que leur mari pêchait. Parce que c'était un peu ça, les hommes en mer, les femmes à terre à préparer le poisson. Et ensuite, la tradition s'est un peu perdurée aussi parce que la sardine est fragile. Et c'est vrai que la jante féminine a quelques qualités supplémentaires pour faire un peu plus attention et prendre un peu plus soin du poisson. L'autre côté, c'est vrai que ce n'est pas non plus un métier qui demande beaucoup de force, c'est pas un métier lourd de manutention. C'est minutieux. Donc c'est minutieux, c'est vrai que ça s'apparente bien à la jante féminine, même si on a de plus en plus d'hommes aussi pour compléter l'effectif. Et bien justement, on va aller voir un peu plus près la chaîne de mise en boîte. Anne Fontet, est-ce que tu es plutôt sardine à l'huile, sardine à la tomate ou alors sardine aux agrumes? Eh bien moi c'est sardine au piment d'Espelette. Rien à voir. Ah, je vais voir si on peut te trouver ça alors, on va voir. Ça marche, à tout à l'heure Evan. Et puis comme chaque jour, on prend des nouvelles des télétravailleurs de notre région. La parole est à Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Quelle est l'humeur du jour de notre télétravailleuse? De bonne humeur. Ouais. Comment ça se passe pour vous, le télétravail? Ça se passe bien, mieux que pendant le premier confinement, je dirais. J'ai pris mes petites habitudes en fait, donc ça se passe bien. Qu'est-ce qui a été dur lors du premier confinement? De pouvoir se créer un
un planning en fait qui permet de travailler efficacement et en même temps de se détendre quand c'est plus l'heure de travailler justement, de savoir s'arrêter quoi. Ouais. C'est difficile de faire la part des choses entre la vie perso et la vie professionnelle? Ouais, surtout que dans la structure où je suis, on n'est que deux, on est proches et du coup, bon bah voilà, on s'envoie tout le temps des messages le week-end, c'est difficile de couper, ouais. Et où vous êtes-vous installé? Je suis dans mon salon, ouais, dans ma pièce de vie, sur ma table de salle à manger. Vous nous montrez un petit peu? Bon, On est curieux, hein. voilà, ma fenêtre et D'accord. c'est un peu en bazar. Bon voilà, il y a un peu de linge qui sèche. Et c'est quoi vos rituels pour garder le moral? Vous trouvez un petit rythme à la maison? Je fais du sport le matin, je m'y suis mis avec le télétravail, hein, j'en faisais pas avant. Et puis j'essaye de faire des pauses régulièrement, de m'arrêter à une certaine heure et après d'aller faire un tour, pas longtemps, mais m'aérer en fait. Et vous avez des astuces pour aider ceux qui travaillent comme vous? Non, en fait, je pense que chacun fait comme il peut. Je dirais qu'il faut pas hésiter à prendre un petit temps pour faire quelque chose qui nous plaît. Et peu importe ce que c'est, juste prendre ces moments pour décompresser, se changer les idées, en fait, parce que c'est une période vraiment particulière. Donc tout est bon pour penser à autre chose et voilà, se sentir un peu mieux. Et ça va aller, vous pensez pouvoir tenir le choc au-delà de Noël? Parce que c'est parti pour un petit moment, j'ai l'impression. Bah, je pense que ça risque d'être un coup dur si c'est pas possible de fêter Noël en famille. Après, rester en télétravail, oui, moi je suis pas confinée toute seule en plus, donc ça va. Je pense qu'il y en a qui sont pires que moi. Bon, bah merci beaucoup Camille, on va pas vous déranger plus et puis bonne continuation pour les prochaines semaines. Merci. On en vient maintenant à notre dossier sport, le sport qui parfois change la vie. Avant d'entendre l'histoire de nos invités, petit rappel des vertus de la pratique sportive. Ça me stresse ce confinement, je suis trop tendu. Moi, je fais du sport. Ça détend, c'est trop bien. Le sport vous comble de plaisir? Eh bien, l'explication est avant tout physiologique. L'activité physique soutenue libère en grande quantité 4 familles d'hormones qui vous enveloppent dans une bulle de bien-être. Primo, l'endorphine, dont la structure ressemble fortement à celle de la morphine. C'est un puissant antidouleur qui permet de faire de gros efforts et donne une sensation d'euphorie. Adieu le stress. La quantité d'endorphine augmente pendant l'exercice et est multipliée par 5, même 30 à 45 minutes après l'arrêt de l'effort. Les sports d'endurance, par exemple footing, natation, sont ceux qui nous font produire le plus d'endorphine. Secondo, la production de dopamine, l'hormone du plaisir et de la vigilance, participe elle aussi à votre bonheur. Grâce à elle, on se sent moins fatigué et plus productif. Enfin, l'adrénaline et la noradrénaline boostent votre motivation et vous poussent à intensifier vos efforts. La pratique du sport, c'est donc bon aussi pour le moral. Et pour ceux que le sport n'enchante pas, il en reste un qui booste tout aussi bien les hormones, le sport en chambre. Rassurez-vous, il ne sera pas question de sport en chambre aujourd'hui. Nos invités, eux, ont fait de leur pratique sportive une force. Désolée. Bonjour à toutes et à tous. Alors Laetitia Blotte, vous êtes triple championne de France de judo, lutteuse, première française aussi à avoir disputé un combat officiel de MMA en France, combat que vous avez remporté avec Rio. Exactement. Robert Salin, vous avez créé le dispositif Remise en jeu, on va en parler tout à l'heure. On a Saïd aussi avec nous à distance. Vous avez bénéficié de cette formation, on reviendra sur votre retour d'expérience. Et Louis Giard, vous êtes véliplanchiste, champion d'Europe de planche à voile, mais aussi chargé de communication à la SNCF. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et Yolène, on vous entendra tout à l'heure pour notre belle histoire du jour. D'abord, première question à nos sportifs de haut niveau. Après une séance de sport bien intensif, c'est la plénitude la plus totale où vous vous dites bon là c'est bon, je vais aller me coucher quoi. Plénitude, non, parce qu'on est tellement dans une intensité extrême, surtout dans le MMA, qu'on a un certain temps avant de redescendre. Enfin, comme vous a présenté un peu avant, toutes les hormones qui sont lâchées, en fait, il faut quand même qu'on ait un certain sas de décompression avant de pouvoir se dire ah, en fait, ça y est, je vais pouvoir me reposer. Et puis, en fait, voilà, ça dépend de certaines personnes, hein, mais pour ma part, c'est comme ça, quoi. Et pour vous, Louis Giard, après une séance de sport intensif, quel est l'état d'esprit ? Bah pour moi, c'est surtout du bien-être, on va dire, et puis de la satisfaction personnelle d'avoir, on va dire, réalisé la séance de sport ou l'entraînement sur l'eau. Et puis, on va dire,
ouais, majoritairement du bien-être quand même, de se sentir épanoui et puis satisfait d'avoir fait ça. Alors vous, Robert Salin, pardon, vous avez été footballeur professionnel, professeur de PS. Le sport, c'est un peu le ciment de votre vie? Oui, je crois que le sport a toujours été le moteur de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais. J'ai été joueur, j'ai commencé par une carrière d'athlétisme. Je suis arrivé au foot très tard. En arrivant au foot très tard, j'ai quand même réussi à jouer jusqu'en 2e division professionnelle. Quand j'ai cessé de jouer, j'ai passé les diplômes d'entraîneur et j'ai entraîné une 20aine d'années en national du CFA à la D2. Même à la retraite, le sport, c'est un peu la base. Et à la retraite, le sport m'a rattrapé parce que pendant toute ma carrière de prof de gym et de sportif, j'avais remarqué, et puis il n'y a pas moi qui l'a remarqué, que si on était bien dans sa tête, bien dans son corps, a priori, le reste suivait, quoi. Du coup, vous avez créé le dispositif Remise en jeu. Vous utilisez le foot pour se remettre à niveau. C'est quoi le concept un peu? Expliquez-nous. Pourquoi le foot? Alors, pour moi, c'est le sport en général. Pourquoi j'ai choisi le foot? D'abord parce que j'étais footballeur et puis que ça me paraissait le plus intéressant et le plus efficace parce que, quoi qu'en disent toutes les autres fédérations, le sport universel, c'est le foot. Donc, j'avais remarqué pendant ma carrière que les jeunes, quand ils étaient bons au sport collectif, a priori, ils étaient bons en classe. D'accord. Alors, je m'étais posé un certain nombre de questions et je m'étais dit qu'à l'arrivée, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. D'accord. Et il y a une quinzaine d'années, on a mis en place un concept, j'aime pas trop le mot concept, parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas inventé grand-chose, de dire que si on utilisait le sport comme starter pour les jeunes en grande difficulté, il y avait de bonnes chances pour qu'on arrive à les sortir de leurs difficultés. Alors justement, Saïd, vous avez bénéficié de cette formation. Alors d'abord, petite question, est-ce que vous étiez sportif avant d'entrer dans la formation Remise en jeu? Bah oui. Ouais. Oui, j'étais grave sportif. Depuis tout petit, j'adorais le foot, c'est pour ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à frapper à la porte de Remise en jeu? Au début, je suis arrivé en France le 1er décembre 2019. Ouais. Du coup, quand je suis arrivé, j'étais à Montpellier. Après, j'avais des soucis à Montpellier. Du coup, j'avais des soucis là-bas. Après, j'ai appelé mon cousin qui habite à Lorient, qui me disait de venir ici. On va essayer de trouver une solution. Je suis arrivé ici. Et dès que je suis arrivé, je suis parti directement à la mission locale pour trouver s'ils n'ont pas une formation, pour me proposer une formation. Ils m'ont proposé une mise en jeu. Je suis directement rentré là-dedans. Et qu'est-ce que ça a changé en vous? Parce que le concept, c'est ça. Enfin, le projet, c'est 2 heures de sport par jour et de la remise à niveau l'après-midi, c'est ça? Mi-temps sport et remise à niveau scolaire. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé en vous, Saïd? Tout. Tout a changé pour moi. C'est quoi le Saïd après la formation? C'est grâce à eux que j'ai trouvé du travail et tout. Comment ça? Je disais, qu'est-ce que ça a changé en vous? Tout a changé pour moi parce que quand je suis rentré dans la formation, j'ai découvert plein de trucs parce qu'il y avait des cours que j'avais pris à la formation que je ne savais pas. Et le sport m'a fait du bien en plus. Alors Laetitia Blot, vous me disiez en préparant cette interview, le sport m'a sauvé la vie. Oui, il m'a sauvé la vie il m'a donné au moins une ligne directive puisque je suis partie tôt de chez moi, j'avais 15 ans, j'étais en sport-études, donc déjà ça vous met dans une certaine maturité puisque faut se débrouiller toute seule, on vous impose un cadre, donc finalement vous êtes sans arrêt dans une ligne de conduite puisque votre objectif c'est de gagner et devenir la meilleure compétitrice, et puis dans le judo, dans la lutte ou dans le sambo, c'était la médaille olympique ou etc. Donc déjà on a un objectif. Et puis après ma carrière, c'est carrière déjà de judo et de lutte dans chaque équipe de France. Un jour, on vous dit, on vous laisse dehors en disant vous êtes trop vieille, allez, merci, au revoir, quoi. Et pendant un an, j'étais vraiment à tomber dans la fête, dans les soirées.
soirées, récupérer mon adolescence quelque part que j'avais pas eu le temps de faire. Et puis un jour, on est venu, David Dukanovic est venu, un ancien ami à moi, venu me dire, Letty, cette année, le MMA arrive en France et franchement, tu as le profil parfait pour être la femme qui peut atteindre l'UFC aujourd'hui dans les prochains à venir. Et donc je me suis dit vas-y, je me lance, et en fait ça m'a permis de retrouver un second souffle, puisque j'avais mon travail, puisque j'ai eu la chance moi aussi d'avoir le dispositif athlète SNCF de l'époque dans mes années olympiques, et après je suis passée chez Thalys, mais en fait j'en ai encore sous le coude. C'est pas parce que j'ai 37 ans qu'il faut dire que non, on est là, on doit vous arrêter, qui vous êtes pour me dire que je suis plus je n'ai plus les capacités physiques à aller au bout de mes rêves, en fait. Et ça m'a permis d'avoir vraiment une nouvelle ligne directive et me dire vas-y, en fait, non, c'est ça que je veux, en fait, c'est ce que j'aime, et j'ai un objectif, c'est de gagner et d'arriver à cet objectif, l'UFC. Donc vraiment, ça m'a sorti la tête de l'eau, où à un moment, ça a été compliqué pour moi, après toutes ces intensités de carrière de haut niveau. Ça a été un petit peu une boussole pour vous. Ouais, de repartir sur ça. Louis Giard, quand on entend Laetitia ou quand on entend Saïd, est-ce que pour vous aussi, le sport, c'est un peu une boussole au quotidien? Finalement, qu'est-ce qu'apporte le sport dans votre quotidien? Oui, complètement. Une ligne directrice, moi, ce terme me va vachement bien, parce que j'ai découvert la planche à voile et la voile, je pense, aux alentours de 5 ou 7 ans. Et puis depuis, j'ai pas décroché de ce sport-là, parce qu'il m'apporte énormément de bien-être. Et finalement, aujourd'hui, j'ai du mal à vivre trop éloigné de la mer ou sans aller sur l'eau de manière assez régulière. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été effectivement une ligne directrice depuis que j'ai maintenant 5 ans. Et ça fait 20 ans que je continue à faire de la voile, et j'y trouve toujours des choses qui me passionnent et qui font que je retourne m'entraîner jour après jour. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Et comment le sport vous aide en tant que chargé de communication, parce que vous êtes aussi chargé de communication à la SNCF à côté? Alors, ce dispositif, c'est vrai que ça me permet d'avoir un emploi du temps, d'avoir un emploi aménagé pour continuer à faire du sport. Donc, tous les sportifs présents sur les listes du ministère des Sports peuvent candidater si ça leur semble bon de mener ce projet en parallèle. Donc, ça a été mon cas, et c'est vrai que pour moi, c'est un dispositif qui est super, parce que ça me permet de continuer à me former à un métier, parce qu'un jour, ma carrière sportive s'arrêtera, mais en parallèle, de pouvoir continuer à faire du sport dans des conditions qui sont vraiment géniales. Donc, je suis quand même assez chanceux qu'SNCF m'offre cette opportunité. Et puis après, qu'est-ce que le sport m'apporte dans le monde de l'entreprise? Je pense que c'est surtout un questionnement continu. Comment est-ce que, par certaines choses que j'ai apprises dans le sport, je peux les retranscrire dans ce que je suis en train de faire au quotidien? Comment est-ce que je peux parler ou challenger un petit peu les gens avec qui je travaille pour qu'on aboutisse à un travail un petit peu mieux? Donc voilà, c'est plutôt un leitmotiv et une manière de fonctionner au quotidien. C'est aussi pour ça que vous faites ça, Robert. Le sport peut apporter dans le monde du travail et dans notre vie de tous les jours. Oui, moi je crois que le sport en général et les sports en particulier comportent dans l'évolution des jeunes, leur apportent tous les éléments à la fois physiques, psychomoteurs et mentaux transférables directement dans le monde du travail. Quand vous faites du sport, régulièrement, chez nous ils font quand même 2 heures de sport par jour, ils évoluent forcément sur leur potentiel physique, ils deviennent plus endurants, plus costauds. Ils acquièrent aussi des qualités au niveau de la psychomotrice, au niveau de la coordination, de l'équilibre, de la structuration dans le temps, dans l'espace. Vous savez, les très grands joueurs, ils n'ont pas de problème psychomoteur. Et ça, en le faisant tous les jours, il y a une évolution qui est certaine. Et l'évolution, elle est aussi importante au niveau de l'état d'esprit, parce que le foot, c'est un sport collectif. Donc, qui dit collectif dit qu'on est dépendant des autres. On apporte aux autres, mais on reçoit des autres. On a besoin d'eux aussi, ouais. Et ça crée un climat qui est directement transférable dans le monde du travail, parce qu'au travail aussi, on travaille avec les autres. Et il y a un autre élément qui est hyper important pour moi dans la formation, c'est que les jeunes qu'on reçoit, en général, ils ont des problèmes dans la mesure où ils supportent pas ni la frustration, ni les émotions. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui, dès que ça ne se passe pas comme ils ont envie, ça part un peu dans tous les sens. Alors que si vous faites un sport, et un sport collectif en particulier, vous passez votre temps à être frustré. Vous ratez une passe, vous êtes frustré.
L'arbitre siffle contre vous, vous êtes frustré. Et si vous n'êtes pas capable de gérer les émotions et la frustration, ben vous ne jouez plus. Oui. Parce que vous allez vous arrêter. Donc, je pense que ça arme les jeunes. Après, dans le monde du travail, s'ils ont une remontrance de leur patron, d'un collègue de travail, ils vont être capables de l'assimiler et de continuer à travailler, quoi. Et Saïd, je voulais savoir aujourd'hui où vous en êtes depuis que vous avez terminé la formation. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je travaille dans la poissonnerie pour faire des filets. Et ça se passe comment ? Ça se passe super bien. J'ai signé un CDI il n'y a pas longtemps et ça se passe super bien. Ah super, bravo. Laetitia Bloch, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, je voulais juste dire et rejoindre M. Salin sur le fait qu'on a, dans tous les sports, en fait, on a une gestion du stress aussi qui est important et qu'on arrive, en fait, dans les compétitions, etc., à force de jouer ou de faire, à accumuler et à pouvoir aussi à retransmettre après, comme dans le monde du travail, cette charge de stress que beaucoup d'entreprises nous mettent. Et au-delà de ça, dans chaque sport aussi, il y a des valeurs, en fait. Il y a des valeurs qu'on apporte aux enfants, aux jeunes, et que peu importe le sport qu'on fait, on a tous un cadre et ces valeurs qui est véhiculé, pardon. Et c'est ce qui fait aussi que ça permet à des jeunes d'avoir certaines valeurs que peut-être n'ont pas eu l'occasion qu'on leur enseigne. Et donc c'est ça qui est extrêmement bien dans le sport en général. Donc vraiment. Alors je vous propose maintenant de regarder ce reportage. Chez les Jiquel, le saut en hauteur et le sport en général est une histoire de famille. Voyez ce reportage de Gilles Le Morvan et Jean-Michel Piron. La salle de sport Robert Poirier au pied de la fac à Rennes. Sur la piste, autour des gens qui courent, des lycéens, des étudiants. Et puis au beau milieu, légère, discrète, Solène Jiquel, championne de France. Il ne va pas avec ta hanche et tu contraries avec l'épaule, c'est tu vas avec la hanche et l'épaule en même temps. Ici, pour un banal entraînement de reprise auprès de Marc Robert, son coach, la Rennaise de 25 ans vous saute 1,60 m en marchant. Le 13 septembre à Albi, au terme d'une saison chamboulée par la crise sanitaire, elle avait franchi 1,87 m à 1 cm de son record personnel. C'était un peu à l'aveugle, à l'inconnu, mais j'avais très envie parce que justement, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de compète, c'est encore plus... À l'aveugle et sans images, pendant la retransmission, la télé avait fait l'impasse sur le saut en hauteur. Comme souvenir, Solène ne gardera que cette vidéo, fragile, tournée par un ami, mais l'essentiel est ailleurs. J'avais eu déjà des titres en jeune, mais c'est vrai que là, le titre en élite, c'est le must. Et puis ça donne encore plus envie pour derrière, pour aller sur des plus grosses compétitions, aller aux championnats d'Europe. Au pied du sautoir ce jour-là, Jean-Charles Jiquel, son père, c'est nous qui lui avons demandé de venir. Il préfère quand sa fille prend toute seule la lumière. Il faut dire que son propre palmarès fait forcément de l'ombre. 8 titres de champion de France entre 87 et 95. Le bonheur de sa fille, il est passé par là. On fait partie des disciplines qui ratent beaucoup avant de réussir peu. Et donc le jour où ça arrive, ça fait une sensation assez forte. Avant la hauteur, Solène avait aussi touché à d'autres sports et puis elle s'est découvert des aptitudes pour le saut en prenant du plaisir surtout et elle a persévéré, même s'il n'est jamais facile d'être la fille de son père, surtout quand 25 ans après, papa détient toujours avec 2,35 m l'homme de l'Opiné. le record de France en salle. Ça nous fait bien rire parce qu'on se fout un peu de lui avec sa tenue des années 90 du coup. Mais c'est sympa, c'est beau à voir, ça fait de belles émotions. Dans la boîte à souvenirs ici, on a aussi le sens du partage. Dans la famille, après le père, après Solène, on vous présente le fils maintenant, Clément, vice-champion de France 2017. Il bat son record le jour-là, il fait de 2,18 m. Et puis là, il est bien rythmé, ça compte et puis il y va quoi, tu vois. Et chez les Jiquel, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour ramasser du haut niveau, il n'y a qu'à se baisser. Voici Lucille, la petite dernière, 22 ans, volleyeuse internationale. Elle joue en Italie. Et comment vous vous débrouillez pour faire des enfants qui atteignent ce niveau-là? Ils travaillent, hein, parce que mine de rien, ils n'arrivent pas là sans avoir investi, mis de côté quand même un certain nombre de petits plaisirs qu'on peut avoir quand on est ado, étudiant.
En fait, le truc, c'est qu'on voudrait que ça marche toujours. On voudrait que ça marche toujours, on voudrait qu'ils réussissent tous les trois toujours au niveau auquel ils voudraient accéder. Pour l'instant, ils s'en tirent plutôt pas mal. Bah oui, ils s'en tirent plutôt bien. Si Anne, la maman, n'a pas de titre de championne de France au compteur, elle a, comme par hasard, pratiqué le saut en hauteur et le volley. Alors allez savoir si tout ce petit monde d'1,80 m minimum a été tiré vers le haut, c'est peut-être aussi grâce à elle. Et on n'oublie pas de te mentionner aussi. Maintenant, de temps en temps. On n'est pas que les enfants de Jean-Charles Jiquel, quoi. Non. Sacrée famille Jiquel, voilà pour ce portrait. Alors la famille, c'est aussi les alliés indéfectibles quand on atteint le haut niveau. Laetitia Blatt. En fait, moi, ma famille, elle est en Bretagne, donc c'est vrai que c'est compliqué parce que, après, en plus, ils sont divorcés, donc aller voir l'un, il faut aller voir l'autre, c'est très compliqué. Donc, je compte plus quand même. J'ai quand même mes amis, un groupe d'amis vraiment qui sont devenus presque ma famille, que j'appelle les hiboux, et certains d'autres qui se reconnaîtront. Donc, j'ai la chance d'avoir cet appui, mais des fois, c'est dur parce que la solitude fait que, aller en Bretagne, je sais que je peux pas y aller parce que j'ai été à l'entraînement toute la semaine et que je peux pas faire un aller-retour. Enfin, ça prend du temps, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et j'imagine, Louis Gillard, qu'ils seront tous derrière vous, votre famille, vos amis, pour les JO de 2024. C'est ce que vous préparez en ce moment. Oui, c'est la finalité. Après, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de temps avant d'arriver sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais je ne doute pas que si ça se présente, ma famille sera avec moi. Ouais. Et puis, en ce qui me concerne, c'est mon frère un petit peu qui m'a donné le virus de la planche à voile, parce que quand j'étais plus jeune, moi, donc j'étais encore sur mode optimiste. Et lui faisait déjà du funboard, c'était assez à la mode, et c'est vrai que c'est lui qui m'a transmis ce virus-là en me prêtant son matériel et en m'apprenant à tirer mes premiers bords. Donc, forcément, le lien familial, il est important. Et puis, encore plus pendant les périodes de compétition, quand parfois on a un petit coup de mou parce que ça ne s'est pas déroulé comme on le souhaitait. Et puis, c'est vrai que c'est très important de garder un socle solide autour de nous. Et la famille, c'est la première marge de tout ça. Et la famille remise en jeu, parce que ça fait des années que vous faites ça, c'est un peu comme une famille aussi. Quand vous voyez tous ces jeunes comme Saïd qui aujourd'hui a un CDI, Robert, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes fiers, j'imagine? C'est un peu pour ça qu'on l'a fait, déjà. Non, c'est vrai que sans être une famille, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans qu'on est là. Ouais. Et 10 ans après, il y a des jeunes de la première session qui viennent nous voir quand ils ont un problème, ou même quand ça va bien. Il y en a qui arrivent avec leurs enfants. Vous restez il y a toujours en contact. Des liens qui se créent. Des liens qui sont créés depuis des années, oui. Merci en tout cas à tous d'avoir partagé un petit peu de votre vie. Saïd, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour la suite. Et restez sur votre cap, c'est cool. Merci beaucoup. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui est aujourd'hui à Concarneau, à la sardinerie Conidec. Oui, alors Anne Fanté, tu voulais goûter les sardines au piment d'Espelette. Vu que tu n'es pas là, c'est moi qui m'y colle. Mais j'avoue que c'est plutôt un plaisir. Elles sont trop bonnes vos sardines, Jacques. Dites, comment est-ce que vous élaborez les nouvelles recettes? Alors les nouvelles recettes, on les élabore avec un petit laboratoire que l'on a, une petite cellule qui est apparentée au service qualité qu'on appelle la recherche et développement et qui est avant tout la mise au point de recettes au goût du jour, une rénovation de recettes et une création de recettes avec les ingrédients nouveaux qui sont compatibles avec notre process de sardines. Alors en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on ne sent même pas l'arête. Non, parce que c'est justement là le secret de cette cuisson et de cette friture à l'huile, c'est que le fait d'avoir choisi la bonne sardine à la bonne taille, on se retrouve avec une arête complètement friable que l'on ne sent absolument pas. Ça c'est top, pour les paresseux comme moi, c'est plutôt pratique. Alors là, on voit que vos collaboratrices sont en train de mettre les sardines en boîte à la main et avec du citron. Ça fait partie des ingrédients qui sont peut-être les plus populaires dans les sardines. Oui, c'est vrai que ça fait partie vraiment des classiques, la sardine au citron. Là, en sachant que là, c'est à partir de citron qu'on reçoit le matin et qu'on tranche nous-mêmes pour avoir une vraie rondelle de citron et donner ce petit côté acide qui va bien se marier avec l'huile d'olive et la sardine. Donc, on met la rondelle de citron et après, on place chaque sardine. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour que tout rentre dans la boîte? Il y a une technique, c'est ce qu'on appelle l'arrimage. On va mettre la sardine tête bêche qu'on peut emboîter au bleu ou au blanc. C'est-à-dire, si vous voulez montrer le ventre ou le dos. Et tout ça va être mis méticuleusement avec nos collaboratrices avant le fameux huilage et la stérilisation qui vont être l'étape finale avant la stérilisation de ce process. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure l'huile qui coule dans les boîtes. Vous en faites des versions light ou pas?
Non, mais on fait pas mal d'ingrédients différents, ce qui nous permet qu'en utilisant entre l'huile d'olive classique et l'huile d'olive bio, on finit par avoir un échantillonnage et un catalogue assez intéressant. Oula, j'ai failli taper dans la boîte de sardines. Quelle est la recette qui se vend le mieux? Alors, la recette qui se vend le mieux, c'est la sardine à l'huile d'olive. C'est le grand classique, bien évidemment, qu'on décline avec les millésimés, qu'on décline en boîte de collection et sur différentes illustrations différentes, et suivi on va dire, des spécialités citron et piment qui sont vraiment devenus des grands classiques aujourd'hui. Et alors, vous êtes labellisé produit en Bretagne, ce petit label bleu et jaune qu'on peut voir avec le petit phare. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous aide à mieux vendre, par exemple, à l'export hors de la Bretagne? Alors, ça nous permet déjà de montrer notre appartenance à notre région. Ça nous permet évidemment d'affirmer le fait que notre savoir-faire, il est régional, il est breton. Et bien évidemment, ça va de soi qu'on fait en sorte de créer la totalité de notre valeur ajoutée en Bretagne. Malheureusement, on ne peut pas utiliser tous nos ingrédients en Bretagne, puisque l'huile d'olive, c'est un des premiers ingrédients qu'on n'arrivera pas à trouver ici. Mais l'ensemble des savoir-faire et l'ensemble des ingrédients sont vraiment faits en Bretagne, y compris d'ailleurs tous nos prestataires. On essaye vraiment de travailler au maximum avec notre Bretagne, qui nous est chère, bien sûr. Bah oui, et je ne vous ai pas demandé, mais il y a combien de salariés ici qui travaillent? Alors ici, on est à peu près 80 personnes en équivalent temps plein. Bon, alors on va continuer à découvrir votre sardinerie, puisque dans la ligne juste à côté, eh bien, on met en boîte du thon, et il y a plein de choses à apprendre sur le thon. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour en parler. À tout à l'heure. C'est l'heure maintenant de notre page emploi. Ce matin, on fait découvrir le métier de ramoneur. Voyez le portrait de Yann Kim. Yann Kim Bourguignon, 47 ans, ramoneur depuis 10 ans. On a souvent ce cliché du ramoneur noir de suie qui ramonne par le toit sans équipement de sécurité. Non, c'est faux. Moi, en fin de journée, donc voilà, j'ai cette tenue-là. Très fréquemment, les deux questions qu'on nous pose au téléphone, la première va être quel est le montant du ramonage? Et la seconde, est-ce que ce sera propre? Rassurez-vous, nous utilisons aujourd'hui des techniques qui permettent de garder l'intérieur des habitations propres. Le particulier, non, ne peut pas ramoner sa cheminée. Il peut éventuellement acheter un kit de ramonage, faire des ramonages intermédiaires, mais légalement, réglementairement, il doit faire intervenir une société. En quantité de suie, il n'y a pas énormément. Par contre, vous voyez, c'est que de la paillette, c'est que du bistre. D'accord? C'est ça qui brûle dans les conduits. Un ramoneur, c'est une personne qui va délivrer un certificat de ramonage à un particulier. On ne précise pas que le conduit est propre, mais qu'il est vide. Le vrai danger étant le refoulement de fumée. Il faut vraiment être très rigoureux parce que derrière, il en va de la sécurité des personnes et des biens et on engage sa responsabilité. Ce qui me plaît le plus dans le métier de ramoneur, c'est avant tout la relation client. Et beaucoup se confient. Moi, il m'est fréquemment arrivé qu'une personne, après s'être confiée, me dise « Mais ce que je viens de vous dire, je ne l'ai dit à personne. Comment faites-vous » Écoutez, madame, je vous ai simplement écouté sans vous interrompre. Confucius a dit « Trouvez un métier qui vous plaît et vous n'aurez plus jamais à travailler. » Voilà pour ce portrait de ramoneur. Et pour trouver ce métier qui vous plaît, comme le disait à l'instant Yann Kim, sachez que vous pouvez récupérer des heures de formation. Arthur Pertigos vous explique tout. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, des conseils de chef d'entreprise. Plus de 50 ans, comment récupérer des heures de formation? Sur le site Mon compte formation, un clic suffit pour voir le montant de vos droits à la formation. Juste à côté de ce chiffre, on vous demande d'ajouter vos droits DIF. Droits individuels à la formation. Ce sont ceux que vous avez accumulés si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014. C'est probable si vous avez plus de 50 ans. Et le site vous explique où trouver ce montant. Faites vite, vous n'avez plus que jusqu'au 31 décembre de cette année pour le faire. Par ailleurs, si vous êtes demandeur d'emploi et si vous aviez entre 50 et 54 ans à la fin de votre dernier contrat de travail,
vous pouvez bénéficier d'un complément pour financer une formation. Et il peut aller jusqu'à 7 500 €. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour notre conseil emploi. C'est à vous, Yolène, pour notre instant solidaire. Oui, parce que on dit toujours qu'il n'y a personne dans les restaurants, mais c'est pas vrai. À Rennes, il y a des nounours. Ah bon? Oui, alors est-ce qu'on va voir la photo? Il y a des grands nounours dans les restaurants. Est-ce qu'on va la voir? Non, pour l'instant, c'est pas. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'ils font là, ces nounours? Alors, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Bertrand Saint-Yves et qui a plusieurs restaurants à Rennes. Et il avait. Alors, regardez, on les voit, ils sont trop mignons. Et en fait, il avait entendu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une fin de cette histoire dans le quartier des Gobelins à Paris, il y a quelques mois. Il y avait eu une invasion de nounours, ça avait fait rire tout le monde, etc. Et il s'est dit, c'est un truc sympa en ce moment où c'est un peu dur, quoi, c'est un peu tristoun. Donc, pour apporter un peu de joie et puis de douceur, donc il a acheté 50 nounours d'1,30 m de hauteur et il les a installés dans son restaurant. Où est-ce qu'on peut les voir? Alors, il faut surtout aller les voir parce qu'en fait, il veut un peu remplacer les vitrines de Noël. Parce que, voilà, donc, il laisse exprès allumer le soir. Donc, vous pouvez aller à la brasserie La Parisienne, place de Bretagne, et les brocanteurs, place du Calvaire. Et c'est jusqu'au 24 décembre parce qu'après, il va donner ses nounours à des associations pour des enfants dont les parents ne peuvent pas acheter des jouets pour Noël, des enfants défavorisés. C'est une super idée. Nous aussi, on peut offrir des jouets qui ne servent plus. Alors voilà, je trouve ça formidable. Ça va vous permettre de vider vos placards et de faire... donc, vous avez des associations qui sont spécialisées. Par exemple, l'asso Rejouer, qui est une association solidaire, enfin d'insertion, qui est spécialisée dans les jouets solidaires. Donc là, elle nettoie, elle répare les jouets et elle les revend. Et puis après, vous avez des magasins, par exemple les boutiques de jouets, Pickwick. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a partout. Alors, ils ont un coffre à jouets, vous pouvez laisser vos jouets et après, ils vont les redistribuer à des associations comme les Restos du Cœur, etc. Vous avez la Grande Récré aussi. Alors, la Grande Récré, c'est toute l'année parce que c'est pour les jouets dans les hôpitaux. L'air de rien, c'est quand même 45 000 enfants qui peuvent jouer grâce à ça. Donc, rebelote, vous laissez vos jouets et ils vont les donner à des associations. Et si on n'a pas de grande récré près de chez soi, comment on fait? Oui, c'est vrai, parce qu'à Rennes, il n'y en a pas. Alors, vous avez en ce moment, vous savez que c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Et donc, il y a une association qui a été lancée par Emmaüs qui s'appelle Laisse parler ton cœur. Vous pouvez aller voir sur le site laisseparlertoncoeur.org. Et en ce moment, ils récupèrent jusqu'au 29 novembre, donc jusqu'à dimanche, tous les jouets, l'appareil, même s'ils sont cassés, ils vont les réparer, etc. Et ils vont les redonner. Vous avez une agence de babysitting aussi qui s'appelle Baby Chou Service. Et puis, vous avez les assos normales, Resto du Cœur, Emmaüs, Croix-Rouge. Et enfin, si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer, sur Internet, vous avez donon.org ou récup.net. Et là, souvent, c'est pour soit des assos, soit des voisins, etc. Donc, bref, donnez vos jouets, franchement, parce que ça fait... Très, très bonne idée solidaire à l'approche des fêtes. Merci beaucoup, Yolène, pour cette initiative solidaire. Allez, on file maintenant du côté de Concarneau pour retrouver Evan. Dernière étape de notre visite à la conserverie Gonidec de Concarneau, eh bien, c'est la mise en boîte du thon. Alors Jacques, on parle beaucoup de la surpêche, le thon rouge n'est pas hyper bien réputé. Comment s'y retrouver quand on est consommateur parmi toutes les variétés de thon pour consommer durable? Alors nous, c'est vrai qu'on est surtout spécialisé dans le thon Germont. Le thon Germont est un thon qui est sous quota, qui est sous surveillance permanente. Donc là, on est quasiment assuré d'avoir un poisson qui a bien été prélevé au moment où il faut, en respectant son environnement et en ne pas allant chercher, on va dire, des faux poissons ou des fausses captures. C'est une saison qui démarre de juillet à octobre, qui est pêchée dans le golfe de Gascogne. Ah oui, donc ça reste relativement local. Et qui est aussi débarqué frais sur les ports bretons et jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, sur pratiquement toute la côte atlantique. Et alors ici aussi, le thon est mis en boîte. J'imagine que c'est hyper frais. On voit les filets derrière, ils sont tranchés et ils sont mis en boîte dans la foulée, quoi. Oui, parce qu'on fait le thon exactement comme on le faisait avant, c'est-à-dire qu'on arrive à accrocher le thon par la queue, on en fait des filets, on nettoie et on met vraiment en boîte que la chair, essentiellement la chair, débarrassée du sang, débarrassée de la peau, et on y rajoute de l'eau et du sel. Vraiment au naturel. C'est vraiment au naturel. Le thon va cuire dans son jus pendant la stérilisation et on va avoir le thon naturel tel qu'on pouvait l'acheter il y a 50 ans. Alors, il y a un label que les consommateurs aguerris connaissent sûrement, c'est le label MSC pour la pêche durable. Vous avez décidé de créer votre propre label parce que tout simplement, il n'était pas assez exigeant, le MSC. Oui, alors c'est vrai que aujourd'hui, le MSC est plutôt parti sur des techniques de pêche. Mais nous, on a trouvé qu'il n'était pas suffisamment regardant sur d'autres choses, notamment sur les petits thons qui sont pêchés
dans le golfe de Guinée, où là, il n'y a pas de froid, il n'y a rien. Donc, derrière la technique de pêche, attention, nous, on a voulu vraiment raisonner sur sa globalité pour avoir un poisson de qualité. C'est exactement comme la sardine de Bolinche qui est pêchée en Bretagne. Nous, on connaît les bateaux avec lesquels on travaille et on sait que nous, ce que l'on veut, c'est un poisson qui soit de la mer à l'assiette, tout soit vraiment respecté et pas seulement que quelques critères. Donc on a voulu faire un ensemble et un cahier des charges complet qu'on a mis en place l'année dernière, qu'on a fait signer à tous nos fournisseurs pour pouvoir être vraiment sur de la pêche responsable. C'est aussi ce qu'attendaient de nous nos clients, c'est d'avoir la garantie que l'on respecte bien l'environnement et qu'on respecte la mer, l'océan. Et demain, il faut bien se dire que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est demain. Et pour pouvoir prolonger à demain, eh bien, il faut qu'on préserve la ressource au maximum. Et justement, est-ce que demain, les boîtes des mouettes d'Arvor seront vendues en faisant la France entière, voire dans le monde entier? Alors aujourd'hui, l'export chez nous, c'est à peu près 8%. On envoie de la marchandise un petit peu partout, entre 8 et 10%, plutôt fort en augmentation, parce qu'on vend aussi du premium et on vend aussi notre Bretagne. Le reste, on n'a pas forcément vocation à vouloir remplacer un gros faiseur. Ça nous va bien comme on est, ça nous va bien. Bon, en tout cas, merci de cette visite. C'est déjà terminé. Grâce à vous, Concarneau et la Bretagne rayonne partout, va bientôt rayonner partout. Merci d'avoir suivi cette belle découverte. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini pour aujourd'hui. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Thank you.